Bonjour, merci de nous accueillir chez vous, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France, en Belgique et au Luxembourg. Donc aujourd'hui, je vous accueille comme tous les mercredis avec mes lunettes de soleil parce qu'ici, il fait toujours beau. Donc, Alain Honoré, toi qui me fais rire, c'est pour ça que je... Alors, je vais te faire rire aussi en direct. Alain, comment vas-tu? Très bien, je te remercie. Bon. Très très bien. Tu voulais essayer mes lunettes de soleil, c'est ça? Elles ont un look là que j'aime beaucoup. Alors, je vais profiter pour remercier mon sponsor, l'ISAC 66 rue Victor Hugo, à Fort-de-France. Donc, Alain, tu es homme sage, femme. Oui, et aussi maïeuticien, puisque maïeuticien. Oui. La maïeutique, l'art d'accoucher les esprits, c'est de la philosophie, Socrate, Platon. Et c'est un terme qui est devenu très officiel depuis maintenant 5-6 ans, puisque les études de sage-femme sont devenues cycle 1, cycle 2 maïeutique. D'accord. Donc voilà, donc on peut dire aujourd'hui un maïeuticien ou une maïeuticienne. Bon, on va encore garder sage-femme un peu. Oui, mais c'est beau, sage-femme. Oui, c'est beau, sage-femme. J'aime beaucoup. Et alors, Alain, tu es maïeuticien depuis... Depuis plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Oui. Tu as été le premier? J'ai été le premier, absolument. Et aux Antilles-Guyane, on va dire. En plus, Antilles-Guyane. Oui. Et tu es le seul ou il y a d'autres? Non, il y a d'autres hommes qui ont... Il y a d'autres hommes qui ont embrassé la profession. Oui, j'ai ouvert la voie. Et puis, voilà, je suis très heureux de ces 30 ans passés parce que je trouve que c'est... voilà, quand je me retourne, je trouve ça génial. J'ai l'impression que c'est que du bonheur. Voilà. Oui. Et puis tu es père, bientôt c'est la fête des pères, mais tu es père de nombreux enfants, toi. Oui, c'est nombreux, oui, 4. 4 seulement? Et grand-père aussi. Non. Oui, depuis 5 mois, une jolie petite fille qui s'appelle Aglaé. Aglaé, voilà. Bienvenue à Aglaé. 5 seulement, je croyais que tu étais 7 au moins. Non, 4. Bon, ça va, c'est bien. Tu voulais m'en rajouter? Je voulais t'en rajouter. Pas à ma connaissance. En général, les hommes savent. Ou pas. Bien, Elisa Béliard. Bonjour Elisa, je t'accueille aussi sous le soleil de Zouk TV. Ici, il fait toujours beau, merci d'être là. Donc Elisa, toi tu es... Vas-y Elisa, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Où vas-tu? Ok. Je suis praticienne en santé naturelle, c'est-à-dire je m'occupe de la santé, du bien-être de toute la famille, des parents jusqu'aux enfants. Et puis en parlant des enfants, justement, je travaille avec les enfants en méthode éducative 3C, concentration, calme et contrôle. Ouh là là! Beaucoup de choses pour être concentration, bien. Alors j'espère que Livan va nous regarder. Concentration, calme et contrôle. Ça c'est pour les parents alors? Ah, pas seulement. D'accord. Alors Elisa, comment ça se passe la méthode 3C? Qu'est-ce que c'est? J'ai jamais entendu parler de ça. Alors, c'est une séance qui se passe avec les enfants, quelquefois avec les parents, où on travaille différents exercices de concentration, donc des exercices assez ludiques qui vont permettre à l'enfant d'apprendre à se concentrer. Comme quoi, par exemple? Par exemple, un exercice où on va se concentrer sur les doigts, sur les sensations dans les doigts. Vas-y, on fait quoi? Donc, on va poser les doigts ensemble. D'accord, ensemble, qui se touchent. D'accord. On va fermer les yeux. Et puis tu vas te concentrer sur les pouces en contact. Oui. Les sensations dans les pouces. Dans les index. Majeurs. Annulaires. Auriculaires. Ah, je le perds, je le trouve même pas. Tous les doigts ensemble. Et là, on va se concentrer en même temps sur la respiration. Respiration abdominale. J'inspire et expire. Inspire et expire. Inspire, ouvre les yeux. Inspire, relâche les bras. Mais ça calme, hein? Tout à fait. Ah, c'est bien, c'est chouette ça. Bon, et donc tu fais ça avec les parents, les enfants, et ça dure, c'est dans ton cabinet? Exactement. Tu as un cabinet, donc tu es praticienne. Tout à fait. Les enfants viennent me voir une fois par semaine. On travaille environ 45 minutes à 1 heure ensemble. Et puis, ils travaillent aussi à la maison, puisque je demande aussi aux parents d'être avec eux, de continuer les exercices. D'accord. Donc, on imagine ces exercices comme une boîte à outils qu'on va sortir au moment où on a besoin. Au moment du coucher, quand il y a des colères, quand il y a des comportements qui vont faire que les émotions ne sont pas gérées. D'accord.
Puis aussi pour les parents, puisque les crises aussi, les parents doivent les gérer avant même les enfants. Mais je crois que les parents aujourd'hui, nous sommes très exigeants, très énervés, très... Tout à fait. Très... Je sais pas, quel terme qu'on pourrait dire. Stressés. Oui, stressés peut-être, oui. Pas disponible, je dirais. Oui. On n'a plus autant d'attention qu'on avait avant parce qu'on a un planning assez chargé. Enfin, du moins, on se donne un planning très chargé. Et l'attention qu'on a avec nos enfants n'est pas là. Donc, on demande aux enfants d'être attentifs. Mais est-ce que nous, on est assez attentifs pour eux? Ça, c'est autre chose. Tu reviendras souvent dans Maman et Conseil. Alors, Cécile Simoneau, pareil, bonjour. Je t'accueille sous le soleil de Zouk TV. Merci d'être là, Cécile. C'est agréable, le soleil. Oui, tu as vu comment... C'est éblouissant, d'où les lunettes de soleil. Je comprends. Je cherche les miennes. Voilà, alors Cécile, tu es éducatrice Montessori et coach en éducation positive. Donc en fait, j'ai 2 casquettes, mais celle que vraiment je mets le plus à profit, c'est vraiment ma casquette de coach en éducation positive. Alors, coach en éducation positive, ça veut dire qu'on t'obéit au doigt et à l'œil. Fais là, fais ça, m'en parlez bon, m'en parlez tant. Absolument pas. Absolument pas, dommage. Absolument pas. Et justement, cette éducation positive, elle est plus là pour amener chacun à se respecter, à respecter l'autre et à utiliser des outils de communication non violente pour amener l'enfant ou le parent à être coopérant plutôt que obéissant. Est-ce qu'on a envie que notre enfant obéisse si on lui demande de se jeter du pont? J'espère bien qu'il ne va pas m'obéir. Donc, amenons-le à être coopérant quand la situation vraiment l'exige. Mais attends. On demande rarement à un enfant à se jeter du pont. Mais on lui demande souvent à descendre la poubelle, à obéir et à ranger sa chambre, Cécile. Ça, c'est une vision de parent. C'est une vision de parent. Mais effectivement, on demande aux enfants d'être de mini-adultes avec un rythme d'adulte dès le plus jeune âge, parce que dès l'âge de 3 mois, ils doivent être déjà en collectivité puisque la plupart des parents reprennent le travail. Donc ils se lèvent en même temps que les parents, ils sont déposés à la crèche ou chez la nourrice avant les parents, ils rentrent à la maison tard, ils sont épuisés par ce rythme. Et dès qu'ils savent parler, marcher, on leur demande, on exige d'eux des comportements d'adultes en termes d'autonomie, en termes de raisonnement, et ça n'est pas possible. Et c'est vraiment ces informations, ces outils-là que je donne aux parents pour recaler les choses et demander des choses qui sont possibles à leur âge, en tenant compte de leur maturité cérébrale et de leur capacité du moment, quoi. Et pourquoi souvent les enfants, ils ont du mal à obéir? La première chose, c'est se demander, ça dépend de l'ordre qu'on leur donne. Mais non, pas un truc, sur la terrasse, va me ranger tous les jouets qui sont là, j'en ai marre de marcher dessus. Et alors dans la phrase, c'est que c'est le parent qui en a marre, mais l'enfant, il n'en a pas marre, lui. Oui, j'ai bien dit j'en ai marre. Et oui, voilà, l'enfant, lui, ça ne le dérange pas, ce hasard. La première raison pour laquelle il refuse, c'est ça, c'est que lui, ça ne lui pose pas de problème. Et qu'il ne comprend pas la conséquence logique ou naturelle de laisser ces objets-là. Mais si le parent prend la peine de lui expliquer quand les objets restent au soleil, le soleil abîme les objets, ils deviennent cassants, et après ces jouets que tu aimes tant, tu ne pourras plus jouer avec. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les protéger du soleil? Et dans ce cas-là, l'enfant comprend la raison de la demande du parent et va être beaucoup plus facilement coopérant. Ça fait beaucoup de phrases, hein? Oui, mais le raccourci, c'est range ta chambre. Oui, mais le grand raccourci qu'on fait, c'est ça marche beaucoup moins. Ça marche beaucoup moins parce que l'enfant ne comprend pas. En plus, c'est un ordre très vaste. Range ta chambre. Ça ne veut pas dire la même chose pour un parent et pour un enfant. Et c'est beaucoup trop vaste comme ordre pour que ça soit appliqué. D'accord. Là, c'est le soir. C'est le moment de ranger les chambres. Commence par les livres et je reviens dans 5 minutes. Quand on revient, la consigne était précise et donnée dans le temps. On revient, les livres sont rangés. C'est vrai que c'est logique, hein? Si l'enfant n'a pas rangé les livres, on peut se demander pourquoi. Parce que peut-être que c'était trop dur pour lui, parce que l'étagère était trop haute, ou parce qu'il y en avait trop, ou parce qu'en fait il est juste épuisé de sa journée et ce qu'on s'y est pris au moment du rangement beaucoup trop tard dans sa journée. D'accord. Donc c'est tous ces paramètres-là que je donne comme information aux parents pour leur permettre de... OK, alors, en fait, le fonctionnement de mon enfant, c'est ça. Donc à moi d'adapter mon comportement pour, en tenant compte de ces paramètres, il puisse être coopérant et que je n'ai pas besoin de m'énerver pour me faire obéir. Bien, mais comment on faisait il y a 30 ans ou 40 ans? La plupart des enfants étaient soumis par la peur. Par la peur, tu crois? Énormément, oui, beaucoup, oui. Énormément. Très, très... On parle de respect, mais c'est plus la peur que du respect. La peur, tu dis? Ah oui.
Alors, parle-moi de ton enfance. Alain, comment c'était quand tu étais enfant? Est-ce que tu étais obéissant, réfractaire? Est-ce que tu rangeais? Vous étiez combien déjà? On était 2. Ah, 2, c'était une petite famille. Oui, une petite famille. C'est vrai qu'en vous écoutant, en réfléchissant, probablement que j'avais un père militaire, avec un certain niveau d'autoritarisme, je dirais. Donc il y avait effectivement de la peur, je rejoins Cécile, et je pense qu'effectivement il y avait aussi de la peur, en même temps avec une mère qui était probablement plus souple et plus coopérante, plus présente aussi. Donc du coup, enfin moi j'ai le souvenir d'avoir fait beaucoup de choses avec elle, d'avoir appris beaucoup de choses avec elle, et du coup, voilà, il y avait une complicité avec les deux. Donc j'ai un grand frère et avec maman, on va dire. Et puis bon, papa quand il rentrait, voilà, lui il arrivait, il mettait la clé dans la porte, tout le monde tremblait. Donc bon. Mais j'ai plutôt le souvenir, j'ai l'impression d'avoir le souvenir de quelque chose d'assez souple malgré tout, en tout cas avec maman. Et du coup, ça m'a permis probablement de mettre des choses en place un peu différentes, même si ça pouvait arriver à papa d'être... alors, j'aime pas dire cette expression un petit peu exigeant, on va dire. Ouais, j'allais dire méthode antillaise, mais je veux plus dire ces choses-là parce qu'on est en train de travailler justement pour arrêter d'imaginer que donner des coups, de crier ou de trucs. Je crois pas que ce soit une bonne méthode. Enfin, je suis sûr même que c'est pas une bonne méthode. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec Elisa et Cécile. Alors, on va revenir sur donner des coups, machin. Elisa, comment tu étais, toi? Comment c'était dans ta famille? Tu es plus jeune que nous? Tu es de quelle génération, Elisa? Dire que je suis plus jeune. Tu es plus jeune. Alors, donc c'était comment? Alors, moi, j'ai eu une enfance assez intéressante et on m'a appris assez rapidement à être autonome. Ça, c'était quelque chose d'assez dur quand même pour moi au départ. Mais finalement, y réfléchir maintenant, c'est ce que je donne à mes enfants. Autonome, c'est-à-dire vers quel âge? À partir de 4-5 ans, il a fallu quand même faire des choses seul, être intéressé d'une autre manière qu'un enfant classique à qui on fait tout. Ah oui, 4-5 ans, c'est tôt, hein? Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire en étant jeune. Oui, on peut leur demander certaines choses, mais une autonomie, une grande autonomie. Alors, autonomie, effectivement, c'est un bien grand mot. Oui. Après, ce sont des petites choses qu'on nous demande de faire et dont on est très, très fiers. Oui. Si à 4 ans, on arrive à mettre la table à peu près correctement, on est très, très fiers. Oui. Et c'est ce qu'on nous a demandé gentiment et avec beaucoup d'amour, puisque la demande d'autonomie se fait toujours avec beaucoup d'amour. D'accord. Merci. Et toi, Cécile? Alors moi, j'ai une enfance aussi intéressante, puisque j'ai 8 frères et sœurs. Bien, grande famille. Oui, grande famille, bon, recomposée. Et toi, tu es quel numéro? Et je suis la première des filles. J'ai un frère qui est plus grand que moi, mais sinon, je suis l'aînée des filles. Et donc, de la même façon... Donc, du coup, tu étais la maman, toi? Un peu. Ah ben oui, quand tu es l'aînée de... Et très rapidement, effectivement, je me suis beaucoup occupée de mes frères et sœurs plus jeunes pendant longtemps. Et si bien qu'à 14 ans, j'ai passé mon été à m'occuper de mes 5 frères et sœurs plus jeunes, pas toute seule, mais bien autonome. Mais bien autonome. Alors, c'est effectivement cette autonomie. Dans mon enfance, sur le moment, je le faisais naturellement parce que pour moi, c'était normal que de fait de cette position dans la fratrie, je m'occupe de mes frères et sœurs. En ayant grandi un peu, je me suis dit qu'en fait, finalement, cette autonomie un peu forcée m'avait enlevé une part de ma jeunesse quand même, parce que je n'avais pas le même rythme que mes amis. Et par contre, maintenant que je suis devenue adulte, je suis heureuse d'avoir développé cette autonomie, parce que lorsque je suis devenue mère, j'avais déjà quand même une bonne expérience. J'avais déjà changé plein de couches, donné plein de biberons, couché des enfants, animé des jeux des après-midi entières, géré une maison, en fait, un repas, du linge... pendant longtemps. Donc, voilà, il y a deux côtés. Il ne faut pas non plus que ça enlève le côté enfantin de quelqu'un, parce que c'est important, cette construction dans l'enfance aussi, ces expériences. Mais cette autonomie, elle est hyper précieuse pour le développement. Et je n'ai jamais eu aucun problème dans ma vie d'adulte vis-à-vis de l'autonomie, quoi. Je suis partie de chez mes parents à 18 ans, je n'y suis jamais retournée, je n'ai jamais eu aucun problème à vivre seule, quoi. Parce qu'en Martinique, moi, on n'était pas nombreux. On était, ma soeur et moi, nous étions 2, 10 ans après mon frère. Donc,
Mais je me souviens que ma mère, bon, elle était exigeante sur le rangement. Il fallait que la maison soit rangée, que tout soit nickel. Mais pour nous, c'était acté, je sais pas, c'était évident. C'était évident que si tu as pris une assiette, un verre, que tu le laves, que tu ne lâches pas dans l'évier. Et pourquoi aujourd'hui, c'est pas évident pour les enfants, même quand ils arrivent dans un truc rangé? Parce que les parents sont pleins de paradoxes. En fait, un parent... Oui, les parents sont pleins de paradoxes. Parce que le parent, quand l'enfant est petit, je vais faire ça à ta place, je vais faire ça à ta place, mais non, laisse, mais non, c'est trop compliqué, mais non, je te sers ton verre d'eau, je te sers ton repas. Et du jour au lendemain, mais jamais t'es autonome, mais va ranger ta chambre. Non mais vraiment, mais tu peux pas débarrasser ton assiette? Mais à quel moment on a donné confiance à l'enfant pour qu'il le fasse lui-même? En fait, les parents sont pleins de paradoxes. Ils veulent quelque chose et leurs actes vont à l'encontre de ce qu'ils demandent. C'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est stressé, c'est là qu'on va presser les choses et qu'on va dire, voilà, il faut faire ça, 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 maintenant. Et en fait, on ne se rend pas compte que cette préparation... Voilà. Comment on m'a pas appris à le faire, ou on me l'a dit, mais on n'a pas fait avec moi. Donc, surtout, on m'a pas donné confiance non plus. On m'a pas dit, je te fais confiance, tu es responsable de mettre la table. Dès l'âge d'effectivement 4-5 ans, mes enfants qui ont 3 et 5 ans sont complètement autonomes sur ce genre de choses, mais parce qu'on leur fait confiance depuis petit, on leur a appris à porter des choses fragiles, on leur a fait confiance. Il y a eu de la casse, oui, et ben on leur a appris à nettoyer aussi. À nous, ça ne nous arrive pas, adultes, de casser des verres. Mais bien sûr. Et alors, c'est pas pour ça qu'on n'a plus le droit de toucher des verres. Non, on va chercher la pelle et la balayette, on nettoie, et puis après, on passe à autre chose. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que souvent, les parents disent, non, laisse ça, tu vas casser. Oui. Ça, voilà. c'est vrai. Et après, on leur demande d'être autonome. Et après, on leur dit, pourquoi tu mets pas, ou pourquoi tu laves pas. Ou... Voilà. C'est le côté négatif des choses qui fait que l'enfant n'ose pas, cours pas, tu vas tomber, ne fais pas ça, ne fais pas, j'ai peur. En fait, c'est la peur du parent qui fait que l'enfant ne devient pas autonome. Et si on laisse l'enfant chuter 2-3 fois, oui, c'est fait mal, mais en même temps, il a appris que il doit faire attention. Donc, la puissance d'un tout petit, c'est la force de l'apprentissage. En fait, on n'a jamais vu des adultes continuer à ramper par terre. Oui. Alors qu'on est tous passés par la phase... Certains peut-être. Il paraît qu'il y a des enfants qui n'ont jamais rampé, que des parents n'ont jamais laissé... Quand je dis ramper, c'est cette phase-là. C'est vrai d'ailleurs, je profite de l'antenne pour dire ça, c'est hyper important de le passage du rampage, je sais pas si ça se dit, enfin de ramper, la période de ramper est importante. Pourquoi c'est important? Parce que j'ai appris ça grande que c'était important. Alors, parce que je sais plus, j'étais dans un cours, je sais plus de quoi. Et puis elle a dit, mais attendez, vous avez jamais rampé quand vous étiez enfant? Le développement moteur. Moi, j'avais même lu, entendu un passage qui disait que il semblait que dans cette époque de ramper, il y avait des connexions, alors je ne sais pas si c'est une réalité, mais qui permettaient ensuite, lorsqu'on va faire des mathématiques, d'être plus à l'aise. Je n'ai pas dû beaucoup ramper alors. mais en fait, n'empêche que, je pense que tu pourrais en parler, le développement cérébral, etc., dans cette phase. Et souvent, je me bagarre un petit peu, je vois beaucoup de parents, par exemple, qui portent les enfants parce qu'ils sont contents de les mettre debout. C'est trop tôt. Laissez les enfants passer. Laissez vos enfants passer par les étapes par lesquelles ils ont besoin, que ce soit de ramper, le 4 pattes. Des fois, ce sera un 4 pattes qui commencera par la marche arrière. C'est normal. Et puis, ils vont trouver le truc pour faire la marche avant. Et puis, ils vont s'appuyer. Quand ils vont avoir l'énergie de se mettre debout, ils vont commencer à le faire. Mais laissez-les le faire. Je vois trop souvent, et même je pense à ma petite fille, où c'est vrai, on est tentant, on les tient par les bras, et puis regarde, ils se mettent déjà debout. Il n'y a pas d'urgence. Ils ont besoin de passer par des étapes hyper importantes dans leur développement cérébromoteur, de passer par toutes ces phases-là. Ne soyons pas pressés à vouloir qu'ils soient déjà grands et qu'ils marchent. Alors c'est vrai qu'ils sont tentés de se mettre debout, mais laissez-leur le faire tout seul. Ils vont s'accrocher, il n'y a pas de problème. Mais nous, de les stimuler à vouloir se mettre debout, c'est pas une bonne idée. Et puis je profite aussi en même temps, comment on appelle ça, le Yupala, on oublie. C'est une cochonnerie, excusez-moi. C'est une cochonnerie d'un point de vue du développement cérébromoteur. C'est pas une bonne chose. Pourquoi?
Parce que c'est drôle. Oui, c'est très drôle pour les parents. Oui. C'est vrai que ça permet de l'autonomie pour nous. Ça nous permet de faire les choses tranquillement. Mais attends, parce que tout le monde achète souvent, je sais pas. Non, mais de moins en moins. De moins en moins maintenant. J'ai l'impression. Parce que le Yupala, premièrement, l'enfant, on a l'impression qu'il s'amuse. Et deuxièmement, il est en sécurité. Et puis nous, on peut... Tout à fait. Alors moi, j'ai eu l'expérience, j'ai eu mes 2 enfants. Premier enfant, je ne savais pas du tout. Donc j'ai acheté tout ce qu'on a dans le commerce. La grosse bouée pour qu'il puisse rester assis. C'était très joli, il y avait des jouets partout. Le Yupala aussi, alors il marchait. J'étais super contente, très fière. Et en même temps, je me suis rendu compte que ses muscles n'étaient pas... n'était pas assez développé. Donc, s'il n'avait pas la bouée, il ne se tenait plus assis. Donc, à l'âge où il devrait être assis tout seul, lui avait encore besoin d'être... Quel tonus. Et j'ai fait complètement l'inverse avec ma fille. Elle était toujours au sol, sur son petit tapis, à aller chercher ses jouets, à se retourner toute seule, à faire tout ce qu'elle avait besoin de faire seule. Et elle a été très, très dégourdie assez rapidement. D'accord. Donc, effectivement, on a tendance à acheter ou à se faire offrir pas mal de choses, de jouets qui font bim, bam, wham, etc. Et en fait, l'enfant a juste besoin de motricité naturelle. Sans dépenser de l'argent. Moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose par rapport à ça. C'est que quand on aide un enfant à se retourner, par exemple, parce que c'est souvent la première intervention des parents, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez... je ne vais pas dire grave, mais d'assez important et dont on n'a pas conscience, c'est que quand on l'aide à se retourner, on lui dit en même temps « je n'ai pas confiance en toi, tu n'es pas capable de le faire seul, donc je vais t'aider ». Et par la suite, on se dit « pourquoi tu ne fais pas seul ?» Parce que dès mes premières volontés de faire quelque chose seul, tu m'as aidé, de peur que je ne le fasse pas. Donc la première chose, c'est d'avoir confiance en votre enfant, il est capable de le faire seul. La deuxième chose, effectivement, je rebondis sur ce que disait Alain tout à l'heure, c'est que quand un enfant marche à 4 pattes ou rampe, il développe des muscles à ce niveau-là qui vont l'aider aussi au développement du langage. Il y a des parents qui s'inquiètent que leur enfant n'ait pas un bon développement du langage et souvent on s'aperçoit que ce sont des enfants qui ont été, on va dire, boostés pour marcher plus tôt parce qu'on est dans un monde de compétition, qu'il faut marcher plus tôt que le cousin, parce qu'il faut rassurer les parents qui sont sous pression sociale et qu'en fait l'enfant n'a pas suivi ses phases de développement, donc les muscles normaux, ne se sont pas développés de façon optimum et du coup toute la suite s'en ressent, donc le langage et puis évidemment, la confiance en lui aussi, elle est entachée dès là. Et après, on dit, mais pourquoi tu n'oses pas faire ça tout seul ? Pourtant, regarde, je te laisse faire. Mais non, c'est pas maintenant. C'est dès qu'ils ont 2-3 mois qu'ils veulent se retourner que ça démarre. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas le rattraper après. Mais il faut en être conscient quand même. Il faut en être conscient. Alors, tu parles de la confiance en soi, on en parle beaucoup. Oui. Comme si on allait acheter ça au marché, 1 kilo de confiance, s'il vous plaît. Ce serait bien d'ailleurs. Ce serait bien. Mais tout le temps on dit ça. Mais la confiance, on va développer la confiance en soi. Ça se développe comment ? Méthode éducative 3C. Par exemple. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, comment ça se passe, Elisa ? Alors, plus l'enfant va travailler en groupe, déjà avec ses particularités, la plupart des enfants qui viennent me voir, du moins les parents m'emmènent ces enfants, sont des enfants qui ont un grand manque de confiance en eux parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Ils ont du mal à se concentrer, ils sont toujours perturbateurs à l'école ou ils sont très renfermés. Donc les parents s'inquiètent, ça c'est une bonne chose. Donc ils ont déjà pris conscience qu'il y a quelque chose. Et la chose importante, c'est que dès que l'enfant aura pris confiance en lui, il va pouvoir développer toutes ses capacités. À l'école, aujourd'hui, de plus en plus, on a des enfants qui ne veulent pas faire parce qu'ils ont peur de mal faire, premièrement. Et puis, on ne les a jamais laissés faire seuls. Découper. Je fais des ateliers créatifs avec des enfants. À l'âge de 7, 8, 9 ans, ils ont peur de découper, de faire mal, d'avoir un cran dans la feuille, parce qu'il faut que ce soit parfait. Donc, dans le côté « je dois être parfait », comme je ne le suis pas, comme je n'ai pas assez confiance en moi, je ne vais pas le faire. Et un adulte va faire pour moi. Et on est dans un cycle qui va durer assez longtemps et où l'enfant ne va pas pouvoir prendre ses marques et devenir adulte vraiment. D'accord. Alors, il y a un autre élément de réponse. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Elisa. Par rapport à la confiance en soi, elle va aussi avec ce que disait Cécile tout à l'heure, l'amour aussi, l'amour de soi. Mais l'amour de soi passe aussi par le fait que chaque individu, chaque être humain est unique.
Et pas de comparaison. Oui. Ça, c'est hyper, pour moi, c'est fondamental. À partir du moment où on admet ça fondamentalement, chaque individu est unique. Il n'y a donc pas de comparaison. Pas de comparaison à faire. Tu es unique. Je vais te comparer avec quoi? Avec qui? À quel niveau je vais te comparer? Ça n'a même pas de sens. La comparaison n'a même pas de sens, j'ai envie de dire. Mais quand tu dis il n'y a pas de comparaison, mais qu'aujourd'hui, dans les écoles, on note les enfants, on les évalue, et qu'il a un rang, il est premier, il est deuxième, il est avant-dernier, il est... Mais ça, c'est une... Comment ça, faire pour ne pas se comparer aux autres? Ça me semble être une absurdité éducationnelle. Ah oui. Pour moi. Après, c'est pour ça que les enfants sont en difficulté, en grosse difficulté, parce que certains vont avoir un comportement différent des autres, parce que au point de vue familial, il y a des choses qui se sont passées. Déjà, ça peut être un très bon apport de gestion des émotions qui peut être très difficile. Et puis, l'évolution est différente chez chaque enfant. On ne peut pas demander à un enfant de faire ça comme ça et pas autrement, et que ce soit exactement la même chose que son camarade à côté. Certains vont avoir des aptitudes plus prononcées, d'autres un peu moins, d'autres vont être normaux, on va dire, et dans la case normale, j'aime pas du tout, puisqu'on le met déjà effectivement dans une case. Et malheureusement, à l'école, on rentre dans cette structure. Où on a, au CP, on doit avoir appris ça. Alors, quand on arrive en CM2, on doit avoir bouclé le programme, alors qu'en fait, c'est une continuité. L'apprentissage, si on regarde bien les programmes, on va avoir le même programme chaque année, avec des choses différentes. On va évoluer sur le programme, mais l'enfant a le temps. Il a le temps de forger son cerveau, il a le temps d'explorer. Alors effectivement, on a les devoirs à l'école. Alors ça, j'aime bien. Je suis maman aussi, j'aime beaucoup les devoirs. Merci maîtresse. C'est génial les devoirs. Sauf que, est-ce que quelquefois, pendant un week-end, on peut juste penser à grimper dans un arbre, faire une cabane, aller à la plage, sans penser un seul moment à... Il faut que je rentre absolument faire ces devoirs qui créent une tension dans la maison, qui créent une tension chez l'enfant. Et juste apprendre dans la nature, faire autre chose. L'école aujourd'hui ne nous apprend pas ça. Et j'avais rencontré des enfants que j'avais reçus ici. C'est une école qui est au Prêcheur. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une école où on apprend autrement. Par exemple, les mathématiques, c'est fait en construisant des ratières, en construisant des poulaillers. En construisant. Et les gosses, ils sont, par exemple, j'ai rencontré une petite fille qui avait, je crois, 7 ans, 8 ans, qui savait couper un coco. Et moi, j'ai dit, mais attends, mais tu vas te blesser et tout. Et elle me dit, la peur de l'adulte. Mais oui, et elle me dit, ah bon, et si demain matin, il y a un tsunami, tu es seul au monde, tu ne sauras pas couper un coco. Voilà. La logique des L'enfant est plus autonome que toi. Je lui ai dit, ça c'est sûr que je ne saurais pas couper un coco. Et elle m'a montré qu'elle l'a coupé toute seule et ils sont au Prêcheur et c'est une école, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est apprendre autrement. Tout à fait. Ils ont un jardin. Mais on a la preuve par l'exemple, c'est-à-dire que nos tables de multiplication, nos tables d'addition qu'on va apprendre par cœur, il y a moyen de les faire concrètement pour un petit garçon ou une petite fille. Je suis déjà dans les cases. C'est les ancêtres qui nous donnent tout ça. Oui. Un garçon doit être comme ça, une fille comme ça. J'ai bricolé avec mon fils. C'est vrai que j'ai pas eu l'idée de bricoler avec ma fille puisqu'elle apprend les tables d'addition, les angles droits. Bon, comment on fait une armoire? Il faut un angle droit. Comment on fait? Quel outil on prend? Comment faire la mesure? On a appris tout ça juste en montant une armoire. C'est génial. Il y a autre chose que je voudrais ajouter par rapport à ce que disait Elisa sur l'école, c'est que l'école oublie bien souvent qu'en fait, il n'y a pas un type d'intelligence, mais il y en a 9. Il y a 9? 9 types d'intelligence. Oui. Alors vas-y, cite-les-moi. Alors, je retrouve la mienne. Les tiennes, j'espère. Oui, plusieurs quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'école, elle utilise l'intelligence verbale et logico-mathématique. Donc, en gros, tout ce qui est, on va dire, littéraire. Et puis, voilà, les maths. En gros, ça se base là-dessus. Mais il y a aussi des intelligences interpersonnelles, la capacité à se comprendre, l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, la capacité de comprendre les autres, d'éprouver de l'empathie, l'intelligence spatiale,
spatiale, la capacité à se représenter dans l'espace, l'intelligence musicale, la capacité à avoir... il y a des gens qui naturellement peuvent créer de la musique, etc., qui ont une intelligence musicale. Il y a aussi l'intelligence corporelle, des gens qui ont facilité à s'exprimer avec leur corps ou à être à l'aise avec leur corps, de motricité globale. Il y a aussi l'intelligence... émotionnelle, oui, la capacité à comprendre ses émotions, à les entendre, à les exprimer. Et aussi l'intelligence, je vais retrouver, spirituelle. Voilà, la capacité à imaginer ce qu'il peut y avoir au-delà de nous. Voilà. Et donc, il y a ces 9 types d'intelligence. L'école en utilise seulement 2. Forcément, les enfants qui n'ont pas ces 2 intelligences dominantes se sentent bêtes. Il y a une image qui est très connue qui dit, si on compare un poisson, un singe, un éléphant sur sa capacité à monter à l'arbre, forcément, il y en a qui vont paraître idiots. Et c'est pas pour ça qu'ils sont idiots, c'est juste qu'ils savent faire autre chose. Et c'est exactement ça qui se passe dans notre école. Et du coup, dans les maisons. Donc, à nous, parents, de donner suffisamment confiance à notre enfant pour qu'ils se disent, OK, dans ce qu'on me demande à l'école, je ne corresponds pas à leurs critères. Ça n'est pas pour ça que je suis bête. Et ça, c'est hyper important pour la création... comment dire ? La confiance en soi. La confiance en soi et pour la construction de cette confiance dès le début. Et nous-mêmes, parents, avons-nous confiance en nous ? Mais voilà, c'est ce que j'allais te dire, parce que... Et les enfants aussi ressentent ça. Quand tu es parent et que tu vas à l'école et qu'on te dit ton enfant ci, ton enfant ça, ton enfant ci, ton enfant ça, que tu es brossé comme ça, après ce parent-là, tu le vois même plus à l'école. Mais bien sûr. C'est difficile. Moi, c'est difficile. J'ai vu des parents pleurer en voyant l'évaluation de leur enfant. Mais oui. Parce qu'eux-mêmes se sentaient évalués à ce travers-là. Oui. C'est une aberration. Il faut arrêter avec ces notes. Ma fille qui est en maternelle, elle a un système de notation que je trouve absolument atroce. Elle est en maternelle. En maternelle. Maternelle, c'est quoi ? Première année de maternelle, vraiment maternelle ? C'est de 3 à l'entrée en CP, quoi. 3 années de maternelle. Il y a petite, moyenne et grande section. En maternelle, le système de notation, c'est horrible. Il y a 3 tampons avec 3 couleurs. La couleur verte, c'est quand on a bien fait, c'est un sourire. La deuxième, c'est jaune, quand c'est moyen fait, c'est une bouche droite. Et quand c'est mal fait, c'est rouge et une bouche comme ça. Le message transmis est absolument atroce. Ça devrait être interdit. Tu as été leur dire ou pas ? Je me suis gênée. Mais ils ont compris ou pas ? Oui, mais c'est pas entendable en fait. C'est global. Ouais. C'est global dans toutes les écoles maternelles. Pratiquement, on va avoir ça. Oui, alors moi, j'ai eu un fils qui avait que des rouges, donc il a jamais été bien, il a jamais eu confiance en lui. Et puis ma fille a que des verts et elle est très joyeuse. Exactement pareil. Alors pourquoi le petit garçon qui a un manque de confiance en lui, on lui met toujours du rouge et puis un bonhomme pas joyeux, alors qu'en fait il a les capacités, mais peut-être que le stress va faire que il n'a pas fait comme les autres, ou alors il est intelligent dans une autre matière, alors on va le déstabiliser dans ces matières-là, on ne va pas l'orienter vers d'autres matières où il pourrait faire d'une autre manière. Ce petit garçon-là rentre à la maison sans arrêt avec du rouge, avec un petit garçon pas content, donc son comportement va être en fonction de ce qu'il aura. Si jamais il a un vert, il va même pas en profiter, puisque tout de suite après viendra une autre note de la même manière. Et autre chose que je voudrais ajouter, c'est que quand l'enfant en fait reçoit cette note, elle est basée sur le résultat et non pas sur l'effort que l'enfant a fait. Un enfant, il a fait des efforts, et le résultat ne correspond pas à l'attente du professeur. Sanction, rouge, colère. Et on s'étonne qu'on ne veut plus faire d'efforts. Alors que c'est l'effort qui est valable, c'est le chemin dans lequel on aura avancé pour aller vers un résultat qui ne sera peut-être pas le résultat conforme, mais on ne valorise pas cet effort. Cette progression. Tout à fait. Il y a quelque chose aussi de ce que tu disais, parce que c'est une vraie question que je me suis souvent posée sur comment on fait pour fabriquer de la confiance en soi. Moi, ce qui me vient, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que en tant que parent, alors là aussi c'est pas facile parce qu'il est difficile de donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc ça veut dire qu'il nous faut, nous en tant que parents, travailler sur soi, lire des bouquins, écouter des conférences. Je trouve que YouTube, oui, venir bien sûr, venir aux ateliers que vous organisez, que nous organisons. Mais attends, mais ce qui est important de dire aussi aux gens, c'est ce que vous dites, c'est que quand les gens se trouvent en difficulté, qu'ils recherchent de l'aide. Oui, mais ça c'est important. Ça n'a pas été, on n'a pas été éduqués comme ça.
Ben oui, mais c'est ce qu'on fait dans Maman Conseil. Oui, ok, super. Non, mais tu as raison, bien sûr. C'est leur dire, si vous êtes en difficulté, si c'est pas des sourires, si ces visages tristes, rouges, coléreux vous posent problème, c'est, comme vous dites, alors, la méthode 3C. Alors, je vais peut-être juste finir, je vais juste finir du coup sur le fait qu'on n'a pas été habitué. On n'a pas été habitué, mais en même temps, l'amour inconditionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quel que soit ce que tu fais, mon petit, je t'aime. Il faut que le parent dise ça. C'est-à-dire que c'est pas je t'aime conditionnellement. Non, c'est pas parce que tu as bien fait ça ou que tu as bien fait t'as fait un beau sourire, donc je t'aime, mais quand tu fais la gueule, je t'aime plus. C'est hyper important. C'est hyper important. C'est fondamental. Alors, c'est la bienveillance. On demandait tout à l'heure, parce que c'est une vraie question que je me pose trop souvent, c'est comment on fabrique de la confiance en soi. Ouais. Je crois que c'est important de le dire. Mais est-ce que les parents eux-mêmes ne sont pas dans le même conditionnement? Ah, mais certainement. Quand tu es au travail et que ça ne s'est pas bien passé, comment on te reçoit? Donc tu rentres chez toi le soir et... Alors c'est très difficile en tant que parent d'être bienveillant parce qu'effectivement on a tout ce stress et puis on a aussi un miroir. Un enfant qui est agité. Alors, on emmène des enfants qui sont souvent agités. Dans méthode 3C, effectivement, on veut gérer ça en particulier puisqu'à l'école. Concentration, calme, contrôle. On passe par la concentration pour se calmer. Et quand on est calme, on peut se contrôler son corps, contrôler ses émotions. Le parent n'est pas toujours dans cet état-là. Il est bien souvent bien plus excité que l'enfant. Tout à fait. Oui. C'est pour ça que l'enfant est un miroir. Quand le parent rentre à la maison avec tout son stress, il récupère son enfant, qui est déjà plus ou moins un peu comme lui, agité. Fatigué, agité. Ouais, il rentre à la maison c'est sa bulle. C'est là où il peut se décharger. Pendant toute la journée, il était à l'école. On lui a demandé d'être concentré, on lui a demandé d'écouter, on lui a demandé de ne pas bouger surtout. Alors quand un enfant travaille avec son corps, c'est difficile d'être là sur la table et de ne pas bouger. Il arrive à la maison, c'est une boule d'énergie. Il faut déjà canaliser tout ça. Si on n'a pas appris à se calmer soi-même avant de calmer son enfant, si on n'a pas eu des outils dans les mains pour faire ça, c'est compliqué. Bien sûr. J'ai été une maman comme ça, qui tapait, qui hurlait, Je le suis encore de temps en temps. C'est pas tout à fait terminé. On se guérit pas d'un seul coup. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler. C'est pour ça qu'il faut aussi être aidé pour sortir de l'habitude qu'on a, de ce qu'on a eu nous aussi, parce qu'on a vécu avec des frustrations. On a eu une enfance, certes, on a des bons souvenirs, mais on a des souvenirs cachés qui ont marqué notre caractère. Donc avec les adultes, je travaille aussi en Access Bar. C'est une méthode qui va permettre de débloquer les peurs qui sont ancrées à l'intérieur de soi. Une peur concrète dont je peux parler activement, c'est si tu ne travailles pas bien à l'école, tu n'auras pas de travail. Tu auras un travail qui sera dur. Eh bien, l'adulte qui a entendu ça, toute son enfance, si tu ne travailles pas à l'école, ce sera dur pour toi. En Martinique, c'était au cahier des chaises, madame, tu seras servante. Oui. Eh bien, c'est ça. Le parent, l'adulte, on va dire, va se trouver des boulots qui vont être durs, où il va devoir travailler très très dur parce que dans son cerveau est inscrit le travail est dur. Tu n'auras pas d'argent si tu ne travailles pas. Eh bien, on est en manque d'argent. Donc, si on change cette façon de voir les choses, on va se rendre compte qu'il y a des possibilités qui vont s'ouvrir. Et dans l'éducation, ça va être la même chose. Si j'ai reçu une éducation où il fallait taper pour se faire obéir et que je reproduis la même chose, moi-même, je ne serai pas bien. Parce que je vais voir à travers mon comportement ce que j'ai vécu en étant enfant. Si je commence à changer les choses, je vais voir rapidement que mon enfant va changer lui aussi, qu'il va peut-être être moins agressif, parce que je vais lui donner plus d'amour. Je vais lui montrer que même si je suis en colère, viens avec moi, on va se calmer ensemble. Viens avec moi, on peut changer les choses. Si je suis en colère, viens, on va se calmer ensemble. Et oui. Il faut comprendre quelque chose aussi. C'est que l'enfant, c'est très difficile. Mais si on le fait ensemble, ça montre à l'enfant qu'il y a une lueur d'espoir. Si l'enfant qui revient à la maison, toujours avec ces fameux bonhommes pas contents, rouges. En plus, c'est le rouge, c'est la colère. Ouais, c'est terrible. Hein. Donc ça le met déjà dans une colère. Nous, on voit ça, ça nous reflète notre colère à nous aussi.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va être en colère tous les deux. La première des choses à faire avec l'enfant, c'est ok, ce petit bonhomme, effectivement, il n'est pas content, il est en colère. Qu'est-ce que nous, on pourrait faire ensemble pour être bien, pour se sentir bien? Parce qu'effectivement, il y a eu ce petit bonhomme. La couleur, elle va changer. La manière dont cet enfant est va changer aussi avec nous. Et on l'accompagne dans cette émotion-là. Parce que l'émotion de la colère, elle est importante. C'est ce qu'on apprend aussi. C'est que toutes les émotions qu'on peut avoir dans toute la journée, on va les gérer. L'émotion de la joie, elle est intéressante. L'émotion de la colère, elle est tout aussi intéressante. Parce qu'elle va permettre de dire à l'autre, je ne suis pas content. Je ne suis pas d'accord avec toi. Donc effectivement, il y a différents niveaux de colère. Il va, bien entendu, l'enfant a le temps d'apprendre que sa colère qui éclate, il faut qu'elle éclate différemment. Il faut utiliser cette énergie de manière différente. Mais il faut apprendre qu'elle est là. Ok, on l'accepte avec bienveillance. J'accepte que tu sois en colère parce que moi aussi, je peux l'être. Donc, on se calme, on pose les choses et ensuite on discutera de pourquoi je suis en colère et qu'est-ce que je pourrais faire à l'avenir pour être mieux. Je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'elle vient de dire, c'est que souvent les parents se disent « mais je rentre du travail, mon enfant rentre de l'école et là, il a été sage toute la journée parce qu'on me le dit à l'école et avec moi, il est exécrable, il hurle, il tape, il casse. » Il veut dire « mais je n'ai aucune autorité. » Et en fait, non, c'est bon signe, c'est que les parents, la mère souvent, mais ça dépend selon les familles, est la source d'amour inconditionnel. Il faut comprendre que l'enfant, toute la journée, est dans un milieu, on va dire, insécurisant, suffisamment insécurisant pour ne pas se permettre de libérer ses émotions. Et les émotions, elles ont besoin de sortir. Donc, quelque chose que j'ai envie de dire aux parents, quand vos enfants rentrent de l'école, c'est normal que ces émotions sortent. Ce n'est pas un problème d'autorité, ce n'est pas un problème de revanche envers vous. C'est normal, elles ont besoin de sortir. Si on les empêche de sortir, à la suite, ça fait quoi? Ça fait des maladies, ça fait des enfants... triste et anxieux de façon continue. Donc c'est hyper important de permettre à ces émotions de se libérer. Si nous on n'est pas capable de les écouter, c'est qu'on a peut-être des émotions à nous qui nous gênent. Donnons-leur aussi la possibilité de s'exprimer et après on sera plus apte à écouter celle des autres. Et bien sûr, je rebondis justement sur les maladies. Beaucoup d'enfants ont mal au ventre, ont mal à la tête, ont des boutons qui sortent, des choses comme ça. Tout simplement, des émotions. Mal à la gorge. Mal à la gorge, je veux plus. Mal à la gorge, je ne veux plus dire, je veux plus parler. Dire, ou je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Et j'ai les otites. Les otites à répétition. Je ne peux plus entendre, ou je veux plus entendre, ou je ne peux pas entendre. C'est super intéressant. Les enfants sont magiques là-dessus. Ils nous envoient des super messages, sauf que nous n'avons pas toujours le décodeur. Et c'est pour ça que c'est important de se rapprocher de ce genre d'atelier. C'est pour ça que c'est important de lire. Il y a beaucoup de bouquins aujourd'hui. On est dans une époque magnifique où on peut lire des choses qui ne sont pas très complexes. Je veux dire, des gens ont écrit, ont vulgarisé pour permettre à tout un chacun de lire des choses. Alors, voilà, maintenant, est-ce qu'on lit encore aujourd'hui? Bon. Voilà. Après, il y a aussi YouTube. Moi, je trouve que je suis pas un grand fan de l'internet, mais je trouve que YouTube alors on peut trouver quand même pas mal de choses. N'importe quoi aussi. Mais on va rester positif. On va dire qu'on peut quand même trouver des ateliers, des choses. Je vais vous donner un exemple de quelque chose que j'ai vu sur YouTube. Ça s'appelle 1, 2, 3 magique. Mais moi, je trouve ça 1, 2, 3 tragique. Parce que, donc, en gros, dans la vidéo, la mère dit à l'enfant, elle explique la méthode. Tu es mon enfant, à 1, tu peux encore le faire. C'est de la menace. Ok. J'ai à 2, déjà. Tu vas voir. Et à 3, vous êtes sûr que l'enfant obéit. Mais c'est pas du tout magique. Mais l'enfant est terrorisé. Donc, oui, regardez des choses. On fait souvent ça à l'école. On fait souvent ça à l'école, sauf qu'on fait le compte à rebours. 5. 4, c'est ça, 3. Quand on arrive à 1, l'enfant est là sous pression, ça ne veut pas dire qu'il va s'arrêter. Le cerveau de l'enfant est rempli de cortisol, il est incapable de faire quoi que ce soit. Ouais. Mais attends, mais quand on dit à un enfant, 1, je t'ai demandé d'arrêter. C'est de la menace. 2, tu n'as pas encore compris. 3, je vais te montrer. Mais montrer quoi? Montrer quoi? On n'a rien montré du tout. Mais on a montré que si on n'obéit pas, c'est la violence. Ça n'a rien montré. Bon, mais aujourd'hui, combien de personnes ont pris des coups et ils ne sont pas morts? Alors, la fameuse phrase. Ça ne se voit pas, les émotions intérieures ne se voient pas. Et moi, je vais répondre comme... Attends, mais j'ai pas compris. Fini. Fini, Guillaume. Et ils ne sont pas morts, et ils n'ont pas été voyous, et ils n'ont pas été en prison, et ils n'ont pas été... Sauf que combien... Alors qu'aujourd'hui, où il y a tout ça,
on les voit sur les bords des routes, on les voit. Et combien d'adultes ont besoin de faire de la psychothérapie, ont besoin de faire des activités pour soulager leurs émotions, des addictions, alcool, drogue, il y a différentes problématiques qu'on retrouve à l'âge adulte, ne serait-ce que le mal de dos. Des rapports à l'alimentation aussi. Le mal de dos, c'est le mal du siècle. Pourquoi ? Parce que toutes les émotions se retrouvent dans le dos. J'en ai plein le dos. C'est exactement ça. Donc tout ce qu'on a vécu depuis l'enfance, on ne va pas blâmer nos parents. Ils ont fait de leur mieux. Ils ont appris de leurs parents, qui ont appris de leurs parents, etc. On reproduit ce qu'on a vécu. Mais si on n'est plus conscient que ce qu'on va faire mal, ce qu'on va donner à l'enfant et qui va lui faire mal, va influencer sa vie d'adulte, là on est sur une bonne voie. C'est notre rôle aujourd'hui de venir donner des clés pour que ce soit mieux encore. Parce qu'aujourd'hui, on a une génération qui arrive et qui ne sait pas gérer son émotion. On a des ados arrivés au collège, au lycée, qui ne sont pas des adultes. Parce qu'on leur a enlevé déjà leur croissance d'adultes, leurs apprentissages. On a fait beaucoup de choses pour eux, mais on a aussi... Chez certains, heureusement, on a des familles qui commencent à évoluer sur ça, mais on a des familles qui restent aujourd'hui encore très fermées sur l'éducation et qui respectent trait pour trait ce qu'ils ont vécu. On reproduit la phrase j'ai été frappée, j'en suis pas morte. Entendu plein de fois. Il y en a qui sont morts, quand même. Oui, il y en a qui sont morts. Ou peut-être qu'ils sont morts intérieurement. Wow. Et moi, j'ai envie de dire autre chose, c'est que des grands tortionnaires tristement connus comme Hitler ou d'autres n'ont pas eu une enfance où ils ont été choyés. Oui. Ça a fait des millions de morts. Ce sont des enfants qui ont été maltraités, humiliés par leurs parents, par leurs professeurs. C'est connu, ça a été connu, reconnu. Il y a eu des livres là-dessus. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une fessée, ça ne tue pas. Ça ne tue peut-être pas sur le moment, alors que bien qu'il y ait quand même des enfants qui meurent de ça encore, malheureusement. Mais c'est aussi des répercussions sur toute la vie. Combien de personnes en France prennent des médicaments ? C'est énorme. C'est énorme. Les psychotropes, combien de personnes ont des troubles à l'alimentation, aux addictions, alcool, drogue, à l'argent aussi. Tout vient de là. On ne peut pas dire ce genre de choses. C'est toxique comme raisonnement. Alors après, il faut aussi faire attention au laisser-aller. Je suis très positive, donc mon enfant, je lui laisse tout faire. On n'est pas non plus dans ça, parce qu'il y a des limites et une structure à poser. Bien sûr. Les structures, elles se font, ce sont les adultes qui les mettent. Si on n'a pas de limite, l'enfant va sans cesse chercher à aller contre cette limite, à dépasser la limite, parce qu'il cherche la sécurité. Si je ne lui donne pas la sécurité de « tu peux aller jusque-là, pas plus ». Tu peux faire ça comme ça, mais pas comme ça. L'enfant va devoir comprendre aussi pourquoi la limite est là, à quoi elle sert. Si on ne lui explique pas « non, tu ne montes pas sur la table », mais pourquoi ? Je vais essayer pour voir, parce que j'ai pas le droit de monter, pourquoi ? C'est trop tentant. C'est tentant. Si je lui explique clairement que si tu montes sur la table, tu risques de tomber. Tu risques de te faire mal. Je suis là pour te protéger. Je suis là pour t'aider à comprendre pourquoi tu ne dois pas le faire. Il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame entre éducation positive et laxisme. Il y a eu effectivement une génération qui a éduqué ses enfants dans le laxisme et ça ne leur a pas rendu service, soyons clairs. L'éducation positive, c'est quoi ? C'est qu'on définit des valeurs. Dans mes ateliers, je leur dis que, par exemple, chez nous, on a défini respect et sécurité. Tant que ces deux valeurs-là ne sont pas atteintes, les enfants sont libres. Oui, mais dans ce cadre-là. N'allez pas croire que chez moi, c'est le why. Mes enfants sont frustrés un bon nombre de fois dans la journée parce que, au travers de certaines expériences, ils enfreignent ces valeurs-là. Et ils savent que quand ma voix change de ton, qu'elle est ferme et sans appel, c'est qu'une de ces deux valeurs a été enfreinte. Depuis qu'ils sont petits, on leur a redit, et on leur redit encore régulièrement, que respect et sécurité sont des choses qu'on ne négocie pas à la maison. En dehors de ça, ils sont libres d'eux. Tout le reste est négociable. Et quand on les guide dans ce cadre-là, non seulement ils comprennent le pourquoi de notre demande, et nous, adultes, on diminue largement notre nombre d'interventions envers l'enfant. Tout le monde est libéré de cette pression. Parce que des parents qui me disent « il ne m'obéit pas ». Et pourquoi ? Parce que quand elle rentre de l'école, je lui demande d'aller se changer et elle n'a pas envie. Mais quel intérêt ?
elle est crevée, elle a envie de se reposer dans le canapé, il n'y a pas de risque qu'elle se fasse mal, c'est là ses habits d'école, elle a juste envie de se détendre. Donc, pensons à chaque fois qu'on demande quelque chose à notre enfant, dans quel but ? Oui. Si la chambre de l'enfant n'est pas rangée, est-ce que le parent demande à l'enfant de ranger juste parce qu'il a envie ? Parce que j'ai décidé. Ce n'est pas une raison. Si, parce qu'au milieu, il y a un petit train et que si en allant à se coucher, l'enfant risque de marcher et de se tomber, oui, là, dans ce cas-là, on explique ça simplement. Et dans ce cas-là, l'enfant comprend et va coopérer. Moi-même, vous me donnez un ordre sans m'expliquer pourquoi, je ne vais pas obéir. Et si l'enfant ne veut jamais faire la vaisselle le soir parce qu'elle a 13 ans et qu'elle met toujours le boxon dans la cuisine? À partir de quel âge on lui a demandé? Ce serait ma première question. De tout temps, je crois. De tout temps. Parce qu'en fait, à cet âge-là, il y a, en fait, à l'adolescence, le développement du physique et du cerveau de l'enfant lui demande tellement d'énergie qu'il aurait presque autant besoin de sommeil qu'un nourrisson. Presque. Du coup, c'est une période de leur vie où ils sont sans cesse épuisés. On a tous un souvenir de l'adolescence ou des grasses matinées à rallonge, parce que en fait, le corps se développe à une vitesse tellement importante que le corps est épuisé. Et ces enfants sont déjà tellement stimulés par l'école, par les activités sportives, qu'en fait, ils n'en peuvent plus. Donc, si on veut qu'un enfant participe aux tâches de la maison, demandons-nous déjà si le créneau du soir est vraiment adapté à son rythme et s'il n'a pas trop d'autres choses à faire dans son quotidien. Si on a allégé tout l'emploi du temps et qu'on dit « Ok, j'ai remarqué que le soir, tu étais trop fatigué pour ça et je le comprends, moi aussi je suis fatiguée le soir. » Dans ce cas-là, ton rôle, ça sera que le samedi midi, quand on mange en famille, tu fasses la vaisselle. On achète un lave-vaisselle. Mais en fait, cette enfant-là, c'est pour elle que je demande ça, c'est Alicia. Parce que... Alicia, si tu nous entends. Alicia, si tu as reçu un message. C'est que Alicia, elle revient de l'école tôt, puisqu'elle est en 5e. Elle va aller faire des gâteaux, elle va aller faire toutes sortes de trucs. Pour salir la cuisine, elle va manger ses gâteaux. Non, pour salir la cuisine. Elle va aller faire des gâteaux, des crêpes, des trucs pour se faire la fête dans la cuisine. Elle va déguster tout ça toute seule, puisqu'elle est seule. Elle t'en laisse pas? Elle est en France. Elle n'en laisse pas. Mais après, elle ne sera pas contente quand sa maman va rentrer à 19h et va trouver de la farine par terre, des trucs, des machins, parce qu'Alicia aura fait la fête à partir de... Et c'est normal que la mère ne soit pas... Et c'est normal. Mais à la mère d'aller expliquer à son enfant, calmement, viens ensemble, on va regarder la cuisine. Est-ce que tu penses que la cuisine telle qu'elle est, on peut cuisiner avec? Vas-y, fais le repas du soir avec la cuisine telle qu'elle est. Voilà, fais le repas du soir. Et l'enfant va dire, mais c'est pas possible. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle soit de nouveau utilisable? Et amener l'enfant aussi à comprendre qu'une activité, c'est quoi? C'est à partir du moment, dans la pédagogie Montessori, on inculque ça aux enfants dès le plus jeune âge. Une activité complète, c'est quoi? On prend l'activité à l'endroit où elle est. On la prend, on fait l'activité. On range l'activité et on la remet à l'endroit où elle était. Et c'est seulement à ce moment-là que l'activité est terminée. Et ce n'est pas au moment où on a fini de faire l'activité. Et c'est toute la différence. Ouais. Combien de parents, pour des tout petits, dès l'âge d'1 an, ils peuvent faire ça. Des tout petits, ils ont fini de jouer, et ben ok, je vais ranger pour toi. Et puis un jour, l'enfant, il doit tout faire. Mais il n'a pas compris, il n'a pas appris. Donc, mais j'aime bien ça. Tu dis que l'activité commence. Ok, on va faire un jeu de société. On va chercher le jeu de société. Voilà. On va jouer. Et après, on va tout ranger et on va le reposer là où il était. Exactement. Mais faisons-le ensemble. Et faisons-le pour chaque chose. Et faisons-le comme partie incluante de l'activité. Oui, c'est ça. Je précise ça pourquoi? Parce que souvent, on arrête l'enfant dans son activité au moment où on le voit fatigué. C'est déjà trop tard. À nous d'anticiper ce moment où il va être trop fatigué pour ranger. On va dire, ok, on a joué 20 minutes. Je sais que là, c'est le soir. Bientôt, tu seras fatigué. Donc, on range. On remet à sa place, et puis comme tu es fatigué, maintenant on va aller lire une histoire, ou on va aller manger, prendre un bain. Et c'est ça qui est hyper important. Souvent, c'est une bonne méthode. On laisse l'enfant toute la journée jouer avec ses jouets. La chambre ou le salon, les deux des fois. Ou la terrasse, toute la maison, toute la maison, sans dessus-dessous. Oui. D'accord. Le parent arrive. Il faut ranger. Mais c'est pas possible ce bordel. Mais range tout ça. Mamita. L'enfant, premièrement, il est épuisé. Première chose, l'enfant est épuisé parce que c'est la fin de la journée. Deuxième chose, il est incapable de ranger tout ça. Par où commencer? Exactement.
Dans ce cas-là, si on en est arrivé à ce point-là, on dit ok, je vois un gros bazar dans ma maison. Pour me sentir bien, j'ai besoin qu'elle s'arrange. Alors, on fait ensemble, on commence par quoi? On commence par les livres, on commence par les duplos. Et petit à petit, par étapes, on va amener l'enfant à construire sa pensée pour le rangement. Pour ça, il faut qu'aussi l'environnement soit aménagé pour. S'il y a trop de jouets, s'il n'y a pas de rangement facile, l'enfant ne pourra pas. Ou bien si la mère est une sacrée bordélique aussi. Exactement. C'est ça, l'enfant apprend par l'exemple. Bien sûr. L'enfant apprend par l'exemple. Moi, j'ai mis des années à comprendre. Ma maison, c'est une maison d'artiste. Hein. J'ai pas le temps. Pas le temps. C'est là. Une maison c'est voilà, ça vit. Ça vit. Mais je me suis mise en colère nombre de fois en me disant mais c'est pas possible, personne ne range cette maison. Et je me souviens d'une phrase que j'ai donnée à mon mari quand on prévoyait d'avoir des enfants. La maison était toujours nickel, impeccable, il n'y a rien qui bougeait. Et j'avais envie d'avoir des jouets partout. J'avais envie que ça vive. Mais aujourd'hui, je l'ai un peu trop d'accord. Un peu trop d'accord. Mais c'est aussi l'ambiance de vie qui est là. Une maison trop rangée, c'est vrai que c'est agréable, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'enfants sur place. Il n'y a pas d'enfants qui posent ses affaires. Mais c'est super agréable quand même, une maison bien rangée. Tout à fait. Quand toutes les choses sont à leur place. Mais elle ne peut pas être rangée à 100% non, quand tout je le dis temps. pas impeccable, mais je dis qu'une maison rangée, ou quand tu cherches des ciseaux pour découper, que les ciseaux de cuisine soient dans l'emplacement prévu Tout à fait. Et que tu ne le cherches pas sous une table sous la terrasse. Mais ce qui est important aussi à ces moments-là, c'est d'expliquer à l'enfant. Par exemple, un enfant vient nous voir parce qu'il cherche son doudou, qu'il ne retrouve pas. Maman, je cherche mon doudou, je ne sais pas où il est. Ok. Est-ce qu'il y a un endroit où tu ranges toujours ton doudou pour le retrouver facilement? Ben non. Est-ce que tu veux qu'on trouve ensemble un endroit où tu pourras ranger ton doudou tous les jours pour le retrouver de façon systématique à cet endroit-là? Et Anthony, à ce si moment-là, tu nous entends. l'enfant va comprendre l'intérêt de ranger. Sinon, eux, ils ne voient qu'une perte de temps. Parce que les gestes, ils savent les faire. C'est qu'ils ne voient pas l'intérêt. Donc, amenons-les à comprendre l'intérêt de prendre soin de nos affaires, de ne pas se faire mal si on marche dessus, de les retrouver facilement, de gagner du temps. Cherchons cette fois-ci le doudou ensemble. Une fois qu'on l'a trouvé ensemble, on le met dans cet endroit précis et on dit à l'enfant, si tu veux toujours retrouver ton doudou, c'est à cet endroit-là qu'il sera rangé. Ce sera son petit lit, peu importe. Ouais. Et au fur et à mesure, lui, il va comprendre l'intérêt de ranger. Et il ne va pas ranger par peur ou parce que maman l'a dit et parce que j'ai peur que maman elle se fâche si je ne range pas. Ou par écrit. Ça. Oui. Faut que ce soit agréable pour lui aussi. Il faut qu'il ait la notion de ma chambre est en désordre, où j'ai mis le désordre dans le salon. J'aimerais bien pouvoir m'asseoir sur le canapé, mais il y a encore plein de jouets, il y a encore plein de... je parle de jouets, mais les ados, c'est le verre de jus qui est là, qui est toujours là, le yaourt ouvert. Enfin voilà, on a différents types, ou les vêtements types d'âge, déposés, tout ça. n'importe où. Voilà, mais on Déjà, a le temps qui nous est imparti est passé très très vite. Le mot de la fin, on fait le tour. Alors, moi, où est-ce qu'on peut te retrouver et tout? Vas-y. Oui, donner beaucoup de sens aux choses. Les enfants ont besoin de sens. Souvent, on leur donne des ordres, mais il n'y a pas de sens. Et les enfants d'aujourd'hui, encore plus, ont besoin que ça ait du sens. Et avoir du sens, c'est intelligent. Intelligent, ok, là, je peux faire. Mais si c'est juste un ordre donné parce que c'est comme ça ne marche pas. D'accord, merci Alain. Honoré. À toi, Elisa. Alors moi j'invite les parents et les enfants à venir me voir à Pôle Forme Espace Dédé et puis maintenant à Saint-Joseph. D'accord. Donc où on travaille maintenant avec Cécile, parents et enfants. On va faire des ateliers où tout le monde se retrouve et on trouve des solutions justement pour mieux avancer. Super. Cécile? Voilà, pour finir, j'ai envie de dire aux parents qu'en fait, à la fois c'est facile à chaque fois de décider de ne pas utiliser ces outils, mais c'est aussi facile de les utiliser. Ce sont des outils simples qu'on transmet au travers de ces ateliers, des conférences, accessibles à tous. Ce n'est pas réservé aux autres. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire aux parents. Et la prochaine conférence ou le prochain atelier? Alors, la prochaine fois où on va apparaître, ça sera au Salon Tipeee les 8 et 9 juin. 8 et 9 juin. Voilà. Le salon se trouve où? À l'IMS. Il est Institut Martinique du Sport. L'entrée est gratuite. Oui. Voilà. Et un téléphone? Non? Regardez sur Internet, vous allez trouver tout de suite. Sur Facebook, on est présent. Tipeee Community. Tipeee Community. Tout à fait. Merci Alain, merci Elisa, merci Cécile. Hélène. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Cette émission, elle sera rediffusée vendredi matin de 9h à 10h. Et moi, je vous dis à vendredi après-midi. Et je remercie Lissac, mon sponsor, pour mes lunettes.
au 66 rue Victor Hugo à Fort-de-France. Merci à François et Yannick qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Merci, bye bye, bye bye.